Donc, Youssef a été gracieux. On va faire ça par Skype. Et donc, l'émission sera malheureusement enregistrée, ce qui nous permettra pas d'avoir les réactions et d'avoir des questions. Mais à charge de revanche, on fera ça la prochaine fois. Et donc, le débat d'aujourd'hui, ça porte essentiellement sur, bien sûr, la situation économique en Europe, sur fond d'intensification des tensions avec l'Ukraine, avec un président français qui semble alterner le chaud et le froid quant à ses déclarations. Tantôt, la France n'est pas en guerre, mais en même temps, il annonce envoyer des systèmes antimissiles Crotale, d'envoyer des Césars, à nouveau des canons César, les fameux canons César, ainsi que toute une série d'équipements divers et variés, ce qui fait de la France de facto un belligérant, un co-belligérant en tout cas. Et dans ce contexte-là, avec une inflation qui explose, des pénuries en France, des manifestations anti-OTAN, en tout cas en Italie et en Allemagne, la question qui se pose, c'est quel est, dans ce contexte-là, l'avenir de l'Union européenne, partant du fait que beaucoup des pays membres semblent adopter des positionnements assez différents, d'une manière assez prononcée. Et comment, dans ce contexte-là, on peut imaginer que Bruxelles, en tant qu'entité supranationale, continue à exister sans qu'il y ait des remous, quoi. Donc Youssef, je vais te présenter rapidement. Donc tu es un historien des religions, auteur prolifique en France, commentateur géopolitique. Alors ton actualité actuelle, si tu peux nous dire deux mots. Alors en ce moment, je suis en train de travailler sur un livre de géopolitique qui mêlera bien sûr histoire et géopolitique, mais aussi de l'anthropologie, du droit international. Donc c'est un gros travail que je mène actuellement. Voilà. Donc j'espère pouvoir le sortir courant 2023 si Dieu veut. Et donc c'est effectivement directement lié à l'actualité. D'accord. Oui, on rappellera pour nos auditeurs que tu es aussi l'auteur de Messianisme et Covidisme, si je ne m'abuse. Covidisme et Messianisme, c'est mon dernier ouvrage. Exact. Dont on pourrait certainement parler, puisque tout ça s'embrique quelque part. Hein. Et bon, en tout cas, quel est, selon toi, le contexte actuel, alors bien sûr en France, mais aussi au niveau européen, et à l'aune des déclarations qui ont pu être faites par les uns comme par les autres, que ce soit Van der Leyen, que ce soit Macron, que ce soit Olaf Scholz en Allemagne, que ce soit les déclarations récentes de la nouvelle première ministre, on devrait dire de nos jours. La nouvelle ex. La nouvelle ex, oui. C'est ça, qui a battu un record d'ailleurs, parce que je crois que c'est 45 jours, c'est le record de longévité le plus bas, le plus court, voilà. Ouais. Et puis bien sûr Mélanie en Italie qui semble déjà donner des gages d'après ce qu'elle semble avoir dit sur le sujet ukrainien, hein. Elle s'inscrit un peu dans dans cette idée de maintenir l'intégrité territoriale ukrainienne. Enfin, on voit un peu toute cette petite musique où ça nous mène, hein. Donc la parole est à toi. D'accord, alors faudrait peut-être revenir un peu en arrière, peut-être faire un retour historique pour prendre du recul et avoir une vision globale, parce qu'en fait, dans cette question, il y a plusieurs questions, et je vais essayer de répondre en une fois. J'avais écrit un article, c'était en 2016, sur le Brexit, et dans cet article-là, j'avais évoqué la stratégie américaine de domination de l'Union européenne, de l'Europe, et les dangers qu'elle présentait, notamment, j'évoquais le risque de conflit entre la Russie et l'OTAN sur le sol européen, précisément en Ukraine, et j'avais évoqué la politique économique, plutôt la création de l'euro et de l'Union européenne à l'initiative des États-Unis, qui avait pour objectif de détruire l'économie européenne. Donc là on y est, mais bon, il faut reprendre aux origines, à la genèse.
On est en Europe, tout le monde le constate, on fait partie du glacis géopolitique américain, mais la grande différence entre l'impérialisme traditionnel et cet impérialisme anglo-américain sur l'Europe, c'est que l'impérialisme traditionnel instaurait un système, notamment économique et commercial, qui profitait au peuple dominé. C'est ainsi qu'il s'assurait sa pérennité et sa progression territoriale et son installation sur la durée. Alors qu'avec cet empire anglo-américain, on a affaire à une puissance hégémonique fondamentalement destructrice. C'est-à-dire que ce n'est pas une Pax Americana, c'est un chaos anglo-américain qui est installé, y compris sur le plan économique. Et donc, de ce point de vue-là, il faut garder à l'esprit que les États-Unis n'ont pas pour seul adversaire et ennemi la Russie. Ils ont un autre ennemi, c'est l'Europe, et précisément l'Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont domestiqué l'Allemagne, comme tout le monde le sait, et ils ont été à l'initiative de la création de l'Union européenne. Les documents déclassifiés de la CIA le prouvent. Ambrose Evans Pritchard, grand rapporteur britannique, a mis en évidence cela dans un papier très intéressant il y a une dizaine d'années. Donc les Américains ont été à l'initiative de l'Union européenne et à l'initiative de l'euro. Et ils ont désigné l'Allemagne comme Gauleiter européen, c'est-à-dire une sorte de petite d'État suzerain qui instaure sa domination sur le continent européen dans le cadre américain, sans sortir des limites. Et la monnaie européenne a été une monnaie à la taille de la monnaie allemande et qui a contribué à détruire les industries, notamment françaises et italiennes. Et là, on est entré dans une phase supérieure, suivante de la stratégie américaine, qui vise à détruire maintenant l'économie allemande, puisque l'économie allemande, l'industrie allemande, est depuis les années 70 concurrente de l'économie américaine. Donc ça leur permet à la fois de détruire l'économie européenne, détruire l'économie allemande, avec le gazoduc qui a été détruit par les Américains, c'est un secret de Polichinelle, et récupérer une partie de cette industrie allemande, puisque les industriels allemands, maintenant en partie, commencent à se délocaliser leur appareil industriel vers les États-Unis. Ça, c'est pour le plan économique. Et sur le plan militaire, parce que là, c'est vraiment d'une pierre deux coups, c'est qu'on utilise l'Ukraine, donc là les Américains mènent une guerre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, mais le danger c'est que l'étape suivante soit une guerre contre la Russie, non pas seulement jusqu'au dernier Ukrainien, mais jusqu'au dernier Européen, puisque c'est sur le sol européen qu'aura lieu cette guerre. Et donc même là sur le plan militaire et géostratégique, ça a été bien mené par les Américains, puisque arracher l'Ukraine à la Russie est un projet américain depuis au moins le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski en 1997. Donc, c'est un moyen de briser le pont qui relie la Russie et l'Europe. Et donc là, on est dans cette situation-là où les États-Unis sont en train de détruire l'économie européenne, utilisent les nations européennes membres de l'OTAN comme contributeurs financiers de l'OTAN qui alimente l'appareil militaro-industriel américain et qu'ils envoient dans une guerre mortelle contre la Russie. Mais ce système-là, sur le plan historique, ne peut pas durer. L'empire peut se maintenir durant des siècles grâce à une Pax, à une économie florissante. Mais si vous fondez votre système hégémonique sur la spoliation et la destruction, sur le plan historique, votre hégémonie va être l'équivalent d'un clin d'œil. Et là, les manifestations que l'on commence à voir, même si ce n'est pas toujours dirigé contre l'OTAN ou contre les États-Unis, ça va être dirigé de toute façon, très rapidement, contre les dirigeants européens qui sont des traîtres à leur nation et qui détruisent l'économie européenne en étant les complices des États-Unis, qui est un ennemi objectif. D'accord.
Ah oui, effectivement, tu fais bien de le mentionner. Dans ce contexte-là, il y a eu des déclarations, encore une fois, assez belliqueuses. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer politiquement qui puisse servir d'alternative? Parce qu'on apprend, par exemple, en Allemagne, que les dirigeants allemands sont en train de considérer avoir recours à la loi fondamentale du pays pour essayer de bannir l'AfD, par exemple. En quoi penses-tu que cela puisse, puisque l'Allemagne est quand même, comme tu le rappelles, fort justement le pivot de cet assemblage, on peut effectivement penser que c'est quelque part une politique de fuite en avant de la part des élites allemandes. Alors là, c'est un point très intéressant parce que les Allemands ont souvenir de ce qui s'est passé après la crise de 29 Tout à fait. en Allemagne. Ce qui s'est passé, c'est la montée en puissance du parti NSDAP, donc le parti nazi, qui a fait des scores très très importants, en partie notamment à cause de la crise économique sous la République de Weimar. Et ce que le pouvoir allemand actuel tente de faire, qui est totalement inféodé aux États-Unis, c'est de mettre un couvercle sur un volcan qui est en train d'exploser. Parce que plus l'Allemagne va s'enfoncer dans la crise économique et plus les Allemands vont réaliser que leurs dirigeants sont des traîtres et que les États-Unis sont un ennemi qui est en train de les piller, et plus les partis politiques ou les mouvements on peut qualifier d'extrême droite ou autre, en tout cas nationalistes, qui s'opposent au système, va monter. Et d'une certaine façon, c'est un peu une attaque préventive que mène le pouvoir allemand pour essayer d'empêcher cela. Mais comme je l'ai dit, c'est un peu comme mettre un couvercle sur un volcan. Si vous empêchez une représentation politique qui sert de soupape d'une certaine façon et qui répond à des exigences de la population, vous risquez d'avoir des mouvements violents. Et donc, on va s'enfoncer dans la crise, notamment en 2023. Et les deux pays importants de l'Europe sont l'Allemagne et la France. Et en fonction de ce qui va se passer au niveau des troubles sociaux et de la déstabilisation politique en Allemagne et en France, on pourra avoir une perspective d'avenir. Mais de toute façon, je pense que l'avenir de l'Europe et de l'Union européenne, ça va être la déstabilisation et le chaos. Car comme je l'ai dit, ce système ne peut pas se maintenir. Vous ne pouvez pas maintenir un système sur la spoliation et la destruction économique, industrielle et sociale. Alors partant de là, alors si effectivement l'idée c'est essayer de précipiter une réaction, j'allais dire épidermique entre guillemets, cutanée de la population du fait qu'elle soit privée d'une représentation politique digne de ce nom, en quoi cela peut-il justifier par la suite éventuellement l'établissement d'une dictature, cette fois-ci sans phare, quoi. Est-ce que ça fait partie du projet? La dictature, elle a déjà commencé à se mettre en place avec le Covidisme. Dès 2020, ça a été quand même une espèce de une grande répétition où on a enfermé au total à l'échelle de la planète 3 milliards de personnes. Puis ensuite, il y a eu les couvre-feux et ainsi de suite. On a martyrisé les populations, on a réduit leur liberté. Privé comme public. Et on a en Europe à la fois un transfert de souveraineté vers des institutions supranationales qui sont illégitimes et aussi une abolition de l'état de droit. Et vous le savez mieux que moi, l'état de droit, notamment si on se réfère à Hobbes, c'est un contrat entre le pouvoir et la population, la population qui cède le pouvoir à l'État, et l'État qui a pour charge de préserver sa population, de la protéger. Et la violence étatique, telle que va la définir par la suite Max Weber, donc le monopole de la violence légitime, ce monopole de la violence légitime étatique a pour rôle justement de protéger la population. Alors que là, on est entré dans un autre système en Europe, où en fait, on a un pouvoir oligarchique
directement liés aux intérêts privés, aux entreprises, aux banques, qui utilisent ce monopole de la violence légitime, donc la police concrètement, comme une milice privée pour se protéger et pour agresser la population. Donc on est dans un détraquage du système politique, même de toute la tradition de l'État moderne, depuis le XVIe, XVIIe siècle. Et cela ne peut pas se faire sans graves conséquences et déstabilisation. Donc on a pour conséquence notamment une délégitimation du pouvoir. À partir du moment où le pouvoir n'est plus légitime, où il n'y a plus d'idéologie collective qui permette à l'État de maintenir en rang la population, vous avez nécessairement le chaos. Alors, sur la longue durée, c'est visible hein, quand on étudie l'histoire, mais quand on le vit, nous, ça peut nous paraître très lent, puisqu'on est à échelle humaine. Mais tout de même, on voit que ces dernières années, les secousses sismiques se rapprochent de plus en plus et sont de plus en plus violents. Donc l'avenir de l'Europe va être plutôt sombre et chaotique, mais peut-être quelque chose de positif en ressortira. Mmh. Alors, tu as mentionné effectivement une spoliation par l'oligarchie donc de la population. C'est un peu comme un système qui se dévore lui-même quelque part, parce qu'à défaut de trouver des nouveaux marchés à l'extérieur, on essaye peut-être de créer une colonisation des corps et des esprits. Et pourquoi pas le capitalisme, en tout cas le néolibéralisme poussé à son extrême étant ce qu'il est, faire de l'argent sur ça en créant des marchés sur certains diront les vaccins, sur la santé des gens, sur leurs mouvements, sur leur capacité à pouvoir, si je puis dire, exister au jour le jour. Donc, cette reprise en main de l'oligarchie va s'accompagner visiblement de moyens de contrôle accrus. Est-ce que dans ce contexte-là, vous pensez que ce sera suffisant pour que l'oligarchie puisse se maintenir, ou à un moment donné, va-t-il y avoir un point de bascule qui pourrait être quelque chose qui nous amène vers créer une menace extérieure et donc enclencher un conflit avec une puissance continentale? Voilà, en fait, la réponse est dans votre question. Et dans la question, ouais. Parce que effectivement, du point de vue de l'oligarchie des États européens, bon, ils ne sont pas stupides. Hein. Ils savent très bien qu'en continuant à appauvrir la population, il y a un risque de révolte, voire même de subversion des États. Et lorsque l'oligarchie est acculée, lorsqu'elle est face à une situation de risque, et même de risque physique, pour elle, le calcul est vite fait. C'est soit le risque de renversement et de révolution et de violence physique pour eux, de menaces physiques, soit une guerre contre la Russie. Et ce qu'on peut craindre, et d'ailleurs c'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils nous précipitent vers la guerre au moment où les populations européennes risquent de se révolter contre leurs propres dirigeants. Et donc, de toute façon, ça c'est classique hein, sur le plan historique, quand vous avez des problèmes trop importants sur le plan intérieur, au niveau de la politique intérieure, eh bien, vous désignez un ennemi extérieur qui vous permet, là on le voit avec l'Union européenne, de faire de l'Union européenne une sorte de forteresse pour écraser la population, et désigner un ennemi qui sera un ennemi prioritaire, à savoir la Russie, et nous emmener tous dans une grande boucherie contre la Russie. Et ça, c'est le risque. Plus ils seront en danger, plus les dirigeants européens seront en danger, plus le risque de guerre contre la Russie augmentera. Ah, donc c'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre. C'est-à-dire que s'il faudrait que les Russes, tout en progressant militairement et en essayant d'aboutir à une victoire rapide en Ukraine, prennent le plus de précautions possible pour ne pas entrer en conflit direct avec les pays européens. Pour laisser peut-être aux Européens le temps de faire le travail eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est une thèse qui circule, comme quoi en fait la Russie ne serait pas pressée d'en finir avec le problème ukrainien, plutôt le problème ukrainien comme tête de pont, puisqu'on sait très bien qui est derrière la junte kievienne.
Donc l'idée, ce serait, selon eux, de faire durer les choses le plus longtemps possible, avec ce paradigme de sanctions dont on sait qu'elles sont plus, de par leur effet boomerang, de nature à écrouler, faire imploser l'économie européenne, voire même occidentale de manière générale. Mais est-ce que ce n'est pas justement quelque part le fameux piège de Thucydide, puisque dans le sens où c'est un étau qui ne peut que porter ses fruits, mais qui ne peut qu'en même temps radicaliser les oligarchies occidentales, à essayer de balayer, si je puis dire, d'un revers de main l'échiquier pour se rebâtir, se refaire une santé, comme ils ont eu tendance à le faire par 2 fois déjà. Est-ce que ce n'est pas un peu un jeu dangereux, ça ? Dans ce contexte-là, ce que je veux dire par là, c'est que si on part du principe que créer un ennemi extérieur, en l'occurrence la Fédération de Russie, dont on sait qu'elle est équipée d'armes nucléaires, d'armes stratégiques, quelle est en fait la logique derrière tout ça, quand on sait que si les choses vont à leur terme, il n'y aura plus rien à reconstruire, j'allais dire. Alors là encore, il y a plusieurs questions. Je vais commencer par la dernière. En fait, il faut avoir à l'esprit que les dirigeants occidentaux ne sont pas des gens rationnels. Et ça, c'est une bonne partie de mon travail, de mes travaux, c'est d'analyser la nature religieuse, en fait, messianique des dirigeants américains et des dirigeants occidentaux en général. Ça peut paraître étrange, mais par exemple, au nord de la Norvège, Monsanto, Bill Gates et d'autres grandes puissances financières ont fondé ce qu'ils appellent le Doomsday Vault, le coffre du jugement dernier, qu'ils appellent aussi l'arche glaciale, l'Éden paradisiaque glacial, où ils ont stocké des engrais. Donc c'est une espèce de sous-sol, de bunker géant qui peut résister à une attaque nucléaire directe. Il y a une multiplication de construction de bunkers dans les milieux oligarchiques occidentaux, et il y a cette idée, notamment dans les milieux protestants évangéliques aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a quand même plus de 90 millions d'évangéliques, qui considèrent que le Christ ne reviendra qu'après l'Armageddon, et qu'il faudra provoquer cet Armageddon, et que des gens comme Mike Pompeo, par exemple, croyaient cela, qu'il serait dans une sorte de balcon céleste pendant cet Armageddon, cette destruction, et qu'ensuite il redescendrait sur Terre. Donc quand vous avez affaire à des gens qui détiennent telle puissance militaire et nucléaire, qui ont ce genre d'idées en tête, vous ne pouvez plus, là les Russes sont en train de s'en rendre compte, vous ne pouvez plus discuter ou négocier. Vous êtes, quand vous êtes à la tête d'un État russe, les dirigeants russes sont plutôt des gens rationnels qui appartiennent à la tradition géopolitique réaliste. Cette tradition notamment qui rattache à la grande géopolitique allemande, donc tellurocratique, rationnelle, et les Russes se rendent compte qu'ils ont face à eux des fanatiques, qu'ils soient religieux ou athées. C'est-à-dire qu'ils soient des messianiques vétérotestamentaires ou des libéraux, genre Fukuyama, ou encore Fukuyama était plutôt modéré comparé à ceux qu'on a à la tête des États-Unis. Donc, disons que la confrontation est asymétrique sur le plan idéologique. Vous avez des réalistes d'un côté et des fanatiques de l'autre. Donc voilà, pour répondre à la question de la course en avance, cela ne peut pas s'expliquer par des calculs économétriques ou par de la simple politologie. Il faut aller dans les tréfonds de la psychologie humaine, l'anthropologie et les sciences religieuses. Maintenant, pour ce qui est de... la première question, c'était... oui, du point de vue russe, la stratégie russe. Je pense que du point de vue russe, il y a deux stratégies, 2 niveaux. Une stratégie militaire et une stratégie plus globale. J'avais émis l'hypothèse en mars dernier que les Russes pourraient réduire les approvisionnements de gaz, notamment en hiver,
pour accélérer les révoltes en Europe et déstabiliser les pouvoirs en Europe. 3 mois plus tard, j'ai eu la surprise, donc, en écoutant un discours de Vladimir Poutine, c'était au Forum économique de Saint-Pétersbourg, où il disait que le problème des Européens, des dirigeants européens, c'est qu'ils mènent des politiques, notamment économiques, qui vont à l'encontre des intérêts de leur population, et que s'il n'y a pas de renouvellement des élites dirigeantes européennes qui prennent en charge les préoccupations de leur population, leurs intérêts, eh bien, il dit qu'il y aurait des révoltes et de toute façon un renouvellement des élites. Et peu après ça, la Russie a commencé à diminuer les approvisionnements de gaz, mais disons que les Américains ont tranché le problème. Le nœud gordien, oui. Voilà, le nœud gordien en détruisant Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc, d'une certaine façon, la politique américaine, elle se comprend. Point de vue américain, détruire l'économie européenne, détruire un concurrent et récupérer une partie de son industrie. Mais en faisant cela, les États-Unis ont peut-être accéléré les mouvements de révolte qui pourraient faire tomber leurs alliés, non, leurs vassaux à la tête des pays européens. Donc, c'est un pari. Et en fait, il faut aussi garder à l'esprit que l'Europe n'est pas un sujet politique et géopolitique. C'est un objet. Il faut toujours se poser la question du point de vue américain. Donc, quand on nous dit on ne comprend pas, par exemple, les déclarations de Macron, du dirigeant allemand, pourquoi ils envoient des armes, etc., il ne faut pas essayer de comprendre la politique macronienne ou allemande, puisqu'ils ne sont pas sujets, ils sont objets. Ils ne font qu'obéir aux directives qui viennent de Washington. Donc, oublions l'Europe en tant que sujet politique, mais considérons-le tel qu'il est, à savoir un objet géopolitique. D'accord. Ce qui nous amène en fait à la fin de notre entretien avec une dernière question. Alors si effectivement l'Europe n'est qu'un sujet politique, un objet politique, et que le sujet est donc à Washington, est-ce qu'il est possible, à l'aune des élections de mi-mandat du 8 novembre prochain, d'anticiper peut-être une sortie de crise à la faveur d'un changement de majorité au Congrès ? Oui, alors là aussi, c'est un aspect intéressant qui, je pense, a été pris en compte par les Russes. Du point de vue russe, il faut obtenir un maximum de victoires militaires pour faire basculer la balance au niveau des élections de mi-terme. Et du point de vue démocrate, aux États-Unis, il fallait obtenir un maximum de victoires. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont mis le paquet en Ukraine, parce qu'au départ, il y a eu une guerre entre la Russie, l'armée russe et l'armée ukrainienne, disons. Et puis, dans un second temps, on a eu en fait des armées étrangères, enfin des armées de l'OTAN, avec des cadres de l'OTAN qui ont pris les choses en main pour obtenir un maximum de victoires sur le terrain, pour éviter notamment de perdre les élections, notamment compte tenu des attaques de Donald Trump contre l'administration Biden, l'administration démocrate, qui lui dit clairement qu'il faut négocier avec la Russie parce que le risque est celui d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. D'ailleurs, il a précisé qu'il a renouvelé le stock d'armement nucléaire, ce qui est vrai, en tout cas en partie vrai, quand on a suivi ce qui s'est passé, puisqu'il n'était pas à la tête du complexe militaro-industriel de Donald Trump. Donc il est conscient du danger et surtout on en revient toujours à cette tradition isolationniste américaine. Pourquoi est-ce que l'on dépense des dizaines et des dizaines de milliards dans une guerre qui se passe en Europe alors que les États-Unis sont en état de délabrement? Donc il se pourrait fortement que le sénile Donald Trump et donc son équipe perdent les élections de midterms, et on peut espérer, disons que... Le sénile Joe Biden, tu veux dire. Le sénile Joe Biden, ouais. Et que les républicains, notamment avec à leur tête Trump, poussent quand même à une accalmie dans le conflit contre la Russie. C'est ce qu'on peut espérer. Ce qui est possible. C'est ce qu'on peut espérer, c'est malheureusement ce qui nous reste, parce que je crois qu'après ça, ce sera compliqué d'anticiper une forme de mécanisme qui pourrait
ramener les tensions d'un stade un peu plus gérable. Écoutez, on arrive au terme de cette émission, une émission inaugurale. Je voudrais remercier mon invité, encore une fois, Youssef Indy. Merci pour l'invitation. Voilà, géopoliticien, historien des religions, auteur prolifique et commentateur politique. Youssef Indy, merci encore. Merci à bientôt. À bientôt. À bientôt.